Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Nelia Barbosa qui va participer à ses premiers Jeux paralympiques à Tokyo. Qui est-elle et que fait-elle pour performer? A-t-elle des secrets à nous partager? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Nelia et ses secrets. Salut Nelia, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, je vais très très bien, merci. Est-ce que tu sors de l'entraînement? Alors non, ce matin j'étais au centre de rééducation pour tester ma lame de course, mais j'y vais tout de suite après la réunion. Ok, j'ai vu justement, on peut commencer par ça, que tu avais fait un crowdfunding justement parce que tu avais besoin d'une lame adaptée pour le kayak. J'ai cru voir que tu avais une lame pour la marche, une pour la course à pied et qu'il t'en fallait une spécifique pour le kayak, c'est ça? Exactement. Alors donc celle pour marcher, c'est celle qui m'a été donnée tout de suite après ma rééducation et tout de suite après mon amputation. Celle pour le kayak, on a mis un petit peu de temps à la développer parce que voilà, fallait trouver une prothèse dans laquelle je serais le mieux possible dans la position assise qui me permette de pédaler. Et là, celle de ce matin, c'est une prothèse pour courir en fait. Donc j'en ai une qui était un intermédiaire, donc qui s'appelle un pied multisport, donc qui est faite pour des appuis pour trottiner. Et là, je me suis mis à la course à pied, à des footings. Et donc celle-ci était bien pour apprendre les petites foulées pour apprendre pour me remettre à la course. Et là, la lame, donc, comme on voit aux Jeux paralympiques, par exemple, est beaucoup plus adaptée à la course et au footing sur de la longue distance. J'ai cru voir que tu avais dit que ça t'avait fait du bien de te mettre à la course à pied, justement, de rajouter une activité en endurance en dehors du bateau. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que l'endurance en bateau, on peut la travailler, mais c'est bien toujours d'ajouter des ateliers complémentaires. Les valides le font, les valides font de la course à pied, ils font aussi du ski en hiver, ils font de la natation. Et là, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de l'entraînement des sprinteurs et donc de mettre de la course à pied dans mes entraînements. Et oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que tu faisais d'autres activités cardio avant de te remettre à la course à pied? Alors, je faisais un petit peu de natation, donc ça a été freiné avec le Covid, bien sûr. Mais dès qu'on allait en stage, donc en Guadeloupe, il y a une piscine, au Temple-sur-Lot, il y a une piscine aussi. On essayait d'ajouter 1 à 2 fois par semaine au moins une séance pour travailler aussi un peu mon cardio, voilà. Ok, je vais revenir un peu sur tes débuts en kayak. Comment as-tu débuté le Ouais. kayak? Alors, j'ai commencé le kayak après une colonie de vacances que j'avais faite en Corse, où j'avais fait plein d'activités nautiques et j'avais adoré. Donc, l'année d'après, j'ai même refait la même colonie de vacances. Et en rentrant après les vacances, j'avais vraiment envie de continuer un sport nautique. Donc, c'était soit la voile, soit le kayak. Et une amie m'a déconseillé la voile en me disant que les animateurs étaient pas super compétents. Et elle m'a conseillé le kayak. Donc, j'ai regardé autour de chez moi. Il y avait le club de Saint-Maur ou le club de Champigny. Et je me suis inscrite au club de Champigny. Tu te souviens de tes premières séances? Ouais, je me souviens. Alors, il faut savoir que j'ai commencé le kayak assez tard, entre guillemets, par rapport à d'autres athlètes qui ont commencé vraiment à 7 8 ans. Moi, j'ai commencé le kayak en quatrième, donc j'avais pas tout à fait 13 ans. Et donc, quand j'ai commencé, il y avait d'autres jeunes de mon âge qui étaient là et qui avaient déjà un bon niveau et je les voyais sur l'eau et ça me donnait trop envie. J'avais trop envie d'arriver à leur niveau. Donc, j'ai commencé le kayak à 13 ans. J'ai commencé dans un gros bateau plastique comme tout le monde. Et de voir les jeunes de mon âge avec un super niveau, ça m'a donné envie de me surpasser et, pour pouvoir espérer un jour être à leur niveau aussi. Quand tu as commencé, c'était directement de la course en ligne ou c'était un club un peu multi-activité? Alors, c'était un club multi-activité. Il faut savoir que dans mon club, au RSCC-CK, donc très jeune, on nous fait pratiquer un maximum d'activités. Donc, on nous base surtout sur le slalom, la course en ligne et la descente. Donc, ma première année, j'ai fait vraiment de ces 3 activités. Et après, donc jusqu'à mon amputation, j'ai fait beaucoup de slalom. Où, donc, je m'entraînais en slalom, je faisais mes compétitions en National 2 en slalom. Voilà, je suis quelqu'un qui adore l'eau vive. Je trouve ça hyper ludique. Donc ouais, jusqu'à mon amputation, j'ai fait beaucoup de slalom. Et c'est après mon amputation, en fait, que je me suis mise à la course en ligne. Tu parles de National 2, moi qui n'y connais rien du tout en slalom. Comment ça marche un peu les classifications en slalom?
Alors, quand on commence le slalom, donc les premières courses qu'on va faire, c'est des courses régionales. Donc, sur les courses régionales, on va marquer des points qui sont en fonction du classement. Enfin, c'est un système qui est très, très complexe. Je ne saurais même pas expliquer comment on calcule ces points. Mais à partir du moment où on a moins de 1000 points, on passe en National 3. Donc là, les National 3, c'est par interrégion. Donc, il y a la région Nord, il y a la région Ouest, Sud-Ouest, etc. Et donc, j'étais dans la région Nord. Et donc, à l'époque, maintenant, ça a changé. Mais il fallait être il me semble, les 120 premières filles françaises pour entrer en National 2. Et donc, c'est à l'issue de 2 ans en National 3 que je suis montée en N2 sur le classement national. Est-ce que c'est un bon niveau N2 en slalom? Alors, il y a un petit peu tout. Quand les filles qui ont le moins bon niveau, entre guillemets, en N2, elles sont quand même capables de descendre un parcours sur un stade d'eau vive. Mais c'est vrai que le niveau est très. Il y a un écart assez important entre les meilleurs N2 et les niveaux un petit peu plus faibles. C'est vrai qu'en haut de N2, on va voir des filles qui font des podiums, par exemple, sur les championnats de France qui est des juniors, ou des filles qui sont ou les filles qui vont bientôt monter en N1. Voilà, les filles un petit peu plus jeunes, en général, elles sont en bas de tableau N2. C'était ton cas? Alors, quand j'ai commencé la N2, j'étais, on va dire, milieu de tableau. Donc, je faisais soit des finales B, où j'étais dans le haut du tableau de la finale B, ou soit des finales A, où j'étais plutôt dans la fin du tableau. Et là, les dernières N2 que j'ai faites, j'étais plutôt bien classée, même si, disons que mon gros défaut, c'est les touches. Donc, j'ai pas mal de pénalités, ce qui ne me permet pas de monter sur le podium. Mais j'avais plutôt de bons résultats et voilà, j'étais assez satisfaite de mes courses. Quand tu as commencé le kayak, tu étais déjà plus attiré par l'eau vive que par l'eau plate dès les premières séances? Alors, j'étais mitigée. C'est vrai qu'au début, j'étais plus attirée par l'eau plate parce que j'avais très peur de l'eau vive. J'aimais pas me retourner, j'aimais pas beaucoup m'engager. Donc, c'est vrai que j'étais plus attirée par l'eau plate. Puis après, il faut savoir aussi qu'au début, j'aimais pas beaucoup la compétition quand j'ai commencé parce qu'il fallait se lever tôt. En général, il faisait un petit peu froid, ça demandait un petit peu d'engagement. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé le bateau assez tard. Donc, les personnes avec qui je concourais avaient déjà plus d'expérience que moi. Donc, j'étais pas nécessairement très bien classée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me rebutait un petit peu. Et petit à petit, en fait, c'est en faisant des stages d'eau vive, en apprenant à m'engager un petit peu plus, en apprenant à esquimoter, que j'ai pris goût à l'eau vive et que j'ai pris goût à la compétition. Quand tu as débuté à 13 ans le kayak, tu avais déjà fait d'autres activités sportives avant? Non, non, non. Je faisais pas d'activité sportive. Donc, il faut savoir qu'en fait, je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la neurofibromatose de type 1. Et j'avais une atteinte à la cheville droite qui était assez importante, donc je ne pouvais pas courir. Et pour moi, en fait, j'avais une idée du sport où, pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir être éligible à un club, il fallait pouvoir courir, il fallait pouvoir tenir sur ses deux jambes sans aucun souci. Et c'est aussi quelque chose qu'on nous fait croire beaucoup quand on fait du sport à l'école, parce que quand on fait du sport à l'école, on fait du foot, du basket, et, des sports qui sont un petit peu accessibles, on va dire. Et donc, je m'étais moi-même interdit de faire du sport, même si j'en avais beaucoup envie. Et du coup, j'ai développé d'autres activités. Enfin, j'ai fait beaucoup de dessins, j'en fais toujours, et du violon aussi. Donc, j'ai commencé le violon à 6 ans et demi, et c'est quelque chose qui me plaisait, mais qui me permettait pas de m'exprimer pleinement comme je le fais aujourd'hui dans le kayak. Je reviens encore une fois à tes débuts. Comment ça se passait les premières séances? Est-ce que c'était un peu comme tous ceux que j'ai interviewés auparavant, à 2 séances par semaine? Ou c'est comme tu étais un peu plus âgé, c'était déjà un rythme un peu plus important? Alors non, moi c'était 2 séances par semaine, donc le mercredi et le samedi, et c'était des activités plutôt ludiques, donc c'était vraiment de la découverte, des jeux, de la découverte aussi de la faune et de la flore, parce que c'est vrai on a un sport d'extérieur, donc c'est des valeurs qui sont très très chères aussi à nos moniteurs et aux entraîneurs qui s'occupent de nous à Champigny. Ok. Est-ce que tu avais des ambitions de haut niveau quand tu as commencé à être en N2 au niveau du slalom? Est-ce que tu te voyais par exemple plus tard en équipe de France à faire des compétitions internationales? Alors ça, non, jamais. C'est vrai que j'ai toujours eu une admiration pour le haut niveau. J'ai toujours regardé ce que faisaient les autres et ça me paraissait juste inaccessible en fait. Je me suis même jamais posé la question.
Et c'est une fois un jeune du club qui, donc avant mon amputation, donc j'avais encore mon pied malade, qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas les Jeux paralympiques, ce serait trop bien. Et puis ça m'a un peu interpellée en fait, parce que pour moi, j'y avais jamais pensé et c'était même pas imaginable en fait, parce que c'est pas pour moi quoi. Le haut niveau, c'est pour les athlètes. Moi, je suis juste j'étais juste une ado qui adorait le kayak, mais qui pouvait à peine prétendre à la N2, mais voilà quoi, pas plus. Et c'est petit à petit, c'est quand je me suis mis vraiment à m'entraîner un petit peu plus, après mon amputation aussi. On m'a beaucoup parlé des Jeux paralympiques, on m'a dit t'adores le sport, pourquoi tu tenterais pas une qualification en équipe de France, et même si c'est pas pour les Jeux de Tokyo, ça pourrait être pour les Jeux de Paris, quoi. Enfin, t'as le potentiel, tu fais du kayak depuis que t'es assez jeune, donc tente. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis interdit en fait de penser, parce que c'est quelque chose que j'idéalisais tellement. Enfin, j'idéalise toujours. D'ailleurs, j'avais beaucoup d'admiration pour tous les athlètes. Pour moi, je ne faisais pas partie de ce monde-là. Moi, j'étais voilà la petite ado qui adore le kayak, quoi. Pourtant, tu avais déjà, je pense, pour être en N2, un sacré rythme d'entraînement, non? Alors, je m'entraînais 4 fois par semaine à peu près, mais c'est vrai que c'est pas le rythme que j'ai aujourd'hui. Je faisais peut-être une muscu par semaine, 3 à 4 entraînements de bateau. Après, c'était pas évident parce que j'étais dans une école qui était quand même assez loin de mon lieu d'entraînement. Donc j'avais à peu près 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour. Donc c'est vrai que là, l'année du lycée, je l'ai beaucoup consacrée à mes études. Et c'est après le lycée où j'ai eu une grosse remise en question, en fait, où je me suis dit, mais en fait, je peux pas arrêter le kayak, parce que tous mes profs me conseillaient d'aller faire mes études en province, et moi je voulais pas. Je voulais absolument rester en Île-de-France, parce que c'était inimaginable de quitter mon club, de devoir arrêter le bateau. Et j'ai un peu choisi mon école en fait par rapport à sa localisation, qui était proche du club, et qui me permettrait en fait de pouvoir m'entraîner, pouvoir continuer de voir mon entraîneur, de voir les amis du kayak. Pour moi, c'était indispensable, quoi. Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu as fait comme étude vu que tu es encore jeune, tu étais peut-être encore dedans? Ouais, alors j'ai fait 2 parcours. Donc j'ai fait un BTS en design de produits. Donc c'est de la conception en fait, donc soit de services, soit d'objets. Donc par exemple des chaises pour travailler chez Ikea, ou pour travailler aussi dans le design du sport, par exemple chez Decathlon. Donc voilà, globalement, ça m'a pas plu plus que ça. Je me sentais pas hyper épanouie dans ces études-là. Ça me correspondait pas beaucoup. Donc j'ai fait une année de césure ensuite pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et donc là, je me suis réorientée. Je suis en première année en design graphique, option interactivité. Et donc là, en fait, je vais pouvoir travailler en fait un peu dans tous les domaines, donc que ce soit la communication, ou d'en faire vraiment du graphisme pur et dur dans les logos, les affiches, ou encore de l'interface, donc sur un site web par exemple, sur des applications de téléphone, des choses comme ça. Et ça me plaît vraiment beaucoup plus. Ok. Comment ça s'est passé cette décision de ton amputation? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà imaginé devoir faire? Une étape par laquelle tu devais passer un jour? Alors j'y ai pensé étant plus jeune. Donc il faut savoir que ce pied, je le traînais depuis très longtemps. Ça faisait longtemps qu'il était très peu fonctionnel. Quand j'avais 10 ans, j'ai rencontré un médecin qui m'a dit, tu sais Nélia, il faudrait peut-être que tu envisages une amputation un jour. Donc c'est pas pour tout de suite, mais tu te le gardes dans un coin de la tête. Et bon, évidemment, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié. J'y ai même plus pensé. Et donc, quelques années plus tard, donc à l'âge de 18 ans, ça commençait à devenir vraiment compliqué. Donc, j'ai eu une luxation de la cheville qui m'empêchait de marcher. Mon pied était très, très douloureux. Je ne pouvais même plus marcher. Je ne pouvais plus mettre de chaussures. Et donc, je suis allée voir le chirurgien qui s'occupait habituellement de moi, qui m'a fait déjà plusieurs opérations, qui m'a dit, oh, ça a l'air luxé, donc tu prends rendez-vous avec un orthopédiste, il t'opère et tu reviens me voir une fois que c'est fait. Donc pour moi, bon, ça allait être juste une opération, voilà quoi, sans plus. On allait me remettre tout ça en place. Et donc je vais voir cet orthopédiste avec voilà, avec pas
pas une attente incroyable, quoi, en me disant qu'il allait juste m'opérer, qu'en 2 mois, ce serait rétabli et que j'allais pouvoir remarcher, que tout irait bien. Et donc, j'arrive le jour J et il regarde les clichés, donc les radios, les IRM pendant un moment. Et puis, sans lever la tête, il me fait « on ampute ». Et donc, je me suis effondrée. Je m'y attendais pas du tout. Même si après, par la suite, j'ai compris que c'était évident, en fait. J'y suis allée en sachant que ma vie, elle allait changer. Enfin, quand je suis arrivée dans la salle d'attente, j'avais un truc derrière la tête, mais voilà, la politique de l'autruche a fait que je voulais pas le savoir. Et donc, j'ai pris un petit peu de temps déjà pour digérer la nouvelle et puis pour l'accepter. Donc, j'ai pris rendez-vous avec un autre orthopédiste parce que c'est important d'avoir plusieurs avis, d'avoir une vision assez large quand on doit prendre ce genre de décision. J'ai aussi rencontré un orthoprothésiste dans un centre de rééducation qui, lui, s'occupe vraiment des prothèses et qui a eu le même discours que les 2 orthopédistes que j'ai vus, qui m'a dit que j'allais vivre beaucoup mieux avec une amputation plutôt qu'avec ce pied, qu'en moins d'1 an, je pourrais remarcher, je pourrais courir, je pourrais porter les chaussures que je veux, m'habiller comme je veux, et que aujourd'hui, on vit très, très bien avec une amputation. Puis après, évidemment, je suis allée voir sur Internet. Alors, c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est vrai que c'est là que j'ai vu le nom de Marie-Amélie Le Fur, qui est une championne paralympique et qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée parce que c'est une dame qui a une résilience incroyable. Et quand je vois ce genre de personnes, en fait, ça donne envie de se battre. Et puis, c'est là que j'ai pris ma décision. Donc, au mois de juillet, je suis retournée voir mon orthopédiste et j'ai dit, on ampute. Et donc, on a pris la décision donc de le faire au mois de novembre, parce qu'on s'est dit, novembre, c'est juste avant l'hiver. Comme ça, si je dois passer l'hiver en centre de rééducation, je ne serai pas frustrée de ne pas pouvoir sortir. Et ça s'est très, très bien passé. J'ai été très, très bien accompagnée. J'ai été dans un centre de rééducation qui est aussi très compétent, avec un personnel qui est très complet, donc avec des APA, donc des professeurs d'activité physique adaptée, des médecins aussi, donc une médecin qui s'appelle docteur Constance Amelon-Petit, qui a une certification dans le sport et qui m'a aussi beaucoup accompagnée. Et puis évidemment tout le personnel soignant, les orthoprothésistes qui ont fait un travail incroyable. Voilà. Comment ça se passe? J'ose te demander ton réveil justement après cette opération. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Donc, il y a eu évidemment juste avant l'amputation, où donc j'avais eu déjà plusieurs opérations avant où j'étais dans un stress monumental. Et étonnamment, juste avant l'amputation, j'étais pas stressée. J'avais pas peur du tout. J'avais un petit peu de tristesse, comme quand on doit dire au revoir à un ami sur le quai ou quelque chose comme ça. Comme je devais dire au revoir à mon pied, donc j'avais juste de la tristesse. Et en me réveillant de l'amputation, un soulagement. Mais un soulagement énorme parce que je savais que c'était derrière moi, qu'il y a une page qui se tournait et que j'allais me reconstruire, qu'il y avait plein de belles choses qui se préparaient. Donc vraiment un gros soulagement, quoi. Même si après, bien sûr, il y avait la douleur, il y avait ça. Mais bon, ça, c'est secondaire, en fait. Une fois qu'on prend une décision comme ça, on n'y pense même pas à la douleur. J'ai l'impression, je sais pas trop comment dire ça, mais qu'ils n'ont pas amputé que le pied, ils ont coupé un peu plus haut, non? C'est ça, ils ont coupé au niveau du tiers du tibia. Alors en fait, il faut savoir que quand une personne se fait amputer, il y a une réflexion qui est faite ensuite, donc pas que sur l'amputation, mais sur l'appareillage en plus. Parce que plus on est amputé bas, plus il va être compliqué d'appareiller, parce qu'il faut laisser de la place pour pouvoir mettre un pied, donc ce qu'on appelle une lame, et plus il y a de place, plus il y a de possibilités pour mettre des pieds différents et des pieds performants. Donc oui, ils ont coupé un petit peu au-dessus justement pour que je puisse avoir une prothèse fonctionnelle et performante. Quand tu es au centre de rééducation, est-ce que tu as déjà cette idée de te remettre au kayak? C'est déjà un projet que tu as en tête? Tout à fait. Alors, il faut savoir que quand je suis rentrée au centre de rééducation, comme je suis très jeune, donc il y a les médecins qui viennent me voir et qui me demandent quel est mon projet. Donc, dès qu'un patient arrive, on lui demande s'il a un projet. Donc, la plupart des patients, c'est évidemment c'est remarcher. Les patients un petit peu plus âgés, c'est pouvoir faire leur transfert entre le lit, le fauteuil et la salle de bain, des choses comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était absolument reprendre le bateau le plus vite possible. Évidemment que je voulais remarcher, etc. Mais vraiment, pour moi, le kayak, c'était
c'était une thérapie aussi pour moi. Ça me permettait de me sentir bien dans mon corps et d'accepter un peu ce changement qui venait dans ma vie. Et donc oui, mon exigence, c'était de pouvoir remonter le plus vite possible sur l'eau, quoi. Et est-ce que tu te voyais dans un kayak de course en ligne, justement? Tu avais fait des recherches pour voir si tu pouvais continuer le slalom ou si tu devais changer d'activité, entre guillemets? Alors, j'avais pas du tout pensé à la course en ligne à l'époque parce que j'avais pas pensé aux Jeux paralympiques, tout simplement. On en avait un petit peu parlé, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas pour moi. Moi, mon idée, c'était de reprendre le slalom le plus vite possible. Donc, alors dans un premier temps, je pensais pouvoir le refaire avec une prothèse. Et puis, ça a avéré par la suite que c'était plus pertinent de le faire sans prothèse. Donc, dans un premier temps, évidemment, pour la sécurité, parce que nager, prendre une brasse en eau vive avec une prothèse, c'est pas ce qui est le plus pratique. Et puis aussi parce que je me sentais plus à l'aise dans le bateau sans prothèse, donc avec une petite cale au bout du bateau. Et par contre, en course en ligne, après ça m'a semblé indispensable de naviguer avec la prothèse, contrairement au slalom, pour pouvoir avoir plus d'appui. Et c'est vrai qu'en course en ligne, on a, si je nage, c'est sur un lac et c'est pas sur Bourg-Saint-Maurice où c'est un bassin qui est bien engagé. Et je sais que si je nage sur un lac, il n'y a pas de souci, quoi. À partir de quand c'est posé cet objectif des Jeux paralympiques pour toi? Alors, cet objectif des Jeux paralympiques, il s'est posé après ma sélection en équipe de France. Donc, en fait, je vais raconter un petit peu ma détection. Donc, après mon amputation, je suis allée en stage d'eau vive avec les jeunes du club où j'encadrais les petits de la région. Et j'ai fait la rencontre de Sylvain Curigné, qui était là par hasard en vacances avec sa compagne Émilie Fer. Et il a vu que j'étais amputée, donc il est venu me voir. Il m'a dit, voilà, tu navigues bien en slalom. Est-ce que tu as déjà essayé la course en ligne? Donc bon, j'avais fait un petit peu de course en ligne quand j'ai commencé le bateau, mais sans plus, sans m'entraîner vraiment. Et donc, il m'a dit, écoute, je vais te donner le contact de Eric Leluc, qui est le head coach de l'équipe de France. Tu vas essayer un bateau de course en ligne. Et puis, si ça te plaît, tu peux tenter les sélections. Enfin, voilà. Bon, alors, tu feras pas les Jeux de Tokyo parce que ça arrive très, très vite et que c'est trop tôt, mais tu pourras tenter Paris. Donc, je suis arrivée sur les premiers Open de France. Donc voilà, dans l'objectif de prendre de l'expérience, de connaître aussi un petit peu les autres athlètes para. Donc à l'époque, il y avait Cindy Moreau encore, qui est médaillée aux Jeux à Rio. Et donc sur le premier Open, elle me met 8 secondes. Donc c'est énorme. J'ai pris une volée, mais ça ne m'a pas inquiété plus que ça parce que voilà, je venais d'arriver, j'avais aucun objectif de performance. Et au fur et à mesure des Open, donc arrive le 3e Open où j'avais bien progressé. Donc malheureusement, Cindy n'était plus éligible en paracanoë. Et donc j'ai gagné peut-être 6 secondes en quelques mois. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Mais pareil, avec toujours la volonté de viser Paris 2024 en me disant que voilà, j'avais le temps. Et j'arrive sur la première échéance internationale avec la volonté de prendre de l'expérience, d'apprendre voilà, ce qu'est une course internationale. Et puis voilà, je ne me suis pas imaginé une seconde que j'allais faire un podium ou quoi que ce soit. J'arrive sur la finale avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup de volonté voilà, de vouloir connaître les autres nations. Et à la fin de la course, je regarde comme ça le tableau. Donc, je commence par la fin parce que je m'attendais à être arrivée dans les dernières. Et je vois que je suis 2e. Et là, je suis juste hyper contente. Et je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose à jouer, en fait. Que peut-être que sur les championnats du monde, je peux peut-être essayer d'aller chercher un quota. Et je peux peut-être même essayer de participer aux Jeux paralympiques. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit que voilà, j'avais ma place en équipe de France et que j'avais ma place aussi peut-être pour les Jeux paralympiques et que j'allais tout donner pour. Donc, voilà. Comment ça s'est passé tes premiers entraînements en bateau de course en ligne? J'ai pu essayer récemment un bateau justement paralympique et j'ai trouvé ça, j'avais l'impression que ça freinait. Alors toi qui es habitué à l'eau vive, j'imagine que tu avais l'impression de, je sais pas, de pas avancer ou que ça freinait. Je sais pas comment on peut dire. Ouais, alors il faut savoir qu'au club, on n'a pas de bateau para, donc on a des bateaux pour débutants, donc des TT, on a des bateaux un peu plus instables, donc on a des freelancers, on a des orcas. Donc moi j'ai commencé en TT et c'est vrai que je trouvais que ça avançait pas, que ça freinait un petit peu, et j'avais besoin aussi d'avoir toujours cet entraînement
slalom. Du coup, je faisais, mettons, 3 entraînements de slalom et 2 courses en ligne. Et petit à petit, donc, j'ai eu un bateau para qui était quand même beaucoup mieux que le TT, qui était plus performant. Et, donc, voilà, c'est venu petit à petit. En fait, c'est plus j'ai progressé techniquement, plus j'ai pris de plaisir en fait à monter sur l'eau. Au début, j'avais aucune sensation de glisse. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis mis à avoir vraiment des sensations et de glisse, de vitesse, et ça m'a vachement plu. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour toi? Alors, une semaine d'entraînement, c'est 2 entraînements par jour, quasiment, sauf les jours de repos. Donc, en ce moment, je suis en semaine de récup, donc c'est qu'un entraînement. Mais voilà, c'est l'entraînement quotidien. C'est aussi de la polyvalence, donc c'est du bateau, bien sûr, de la course en ligne. Ça va être aussi de la musculation. J'ai fait beaucoup de musculation cet hiver. Ça va être aussi du vélo, ça va être de la course à pied, ça va être de la natation. Puis bien sûr, un petit peu de slalom de temps en temps parce que j'adore ça et que pour moi, c'est indispensable de continuer à être polyvalente dans les 2 embarcations parce que voilà, ça permet de nourrir l'envie. Et une fois que je monte en slalom, j'ai envie de remonter en course en ligne. Et quand je monte en course en ligne, j'ai envie de remonter en slalom. Donc ça ne fait que nourrir mes passions et ça me plaît énormément. T'as refait des compétitions en slalom depuis? Alors, j'ai refait des compétitions cet hiver. Donc, la dernière N2 qui est avant le confinement. Alors, j'étais mitigée parce que j'ai progressé physiquement. Donc, j'arrive à tenir la course en entier, j'arrive à engager beaucoup plus. Mais du coup, comme techniquement, j'ai pas progressé, j'arrivais trop vite sur les portes. Et donc, j'avais des bons temps. Mais par contre, avec des +6, des +8, qui me permettaient quand même d'avoir un classement qui était acceptable. Mais voilà, me dire qu'il faut que j'arrive maintenant à apprendre à canaliser un peu mon énergie et ne pas foncer de tout bombe sur toutes les portes et plus temporiser, quoi. Et j'ai l'impression que ton ascension, même de ton point de vue, elle est assez rapide en course en ligne. Tu t'attendais pas à progresser si rapidement? Et oui, exactement. Je pense que c'est un peu le point de vue aussi de mes entraîneurs. C'est vrai que je suis arrivée en fait avec en fait beaucoup de curiosité. Je suis quelqu'un qui prend des informations de partout et je suis très curieuse. Donc toutes les informations, toutes les aides qu'on pouvait me donner, je les prenais et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de progresser. Je vais aussi regarder beaucoup ce que font les autres athlètes. Je regarde un peu leur gestuelle, ce qu'ils font aux entraînements. Et donc, c'est quelque chose qui m'inspire aussi. Donc oui, je pense que la curiosité, c'est un élément qui permet de bien progresser. Et je pense que d'autres athlètes, en fait, d'autres bons athlètes font ça aussi. Voilà, d'aller voir ce que font les autres athlètes, et même dans d'autres disciplines, en fait. Est-ce que tes adversaires, actuellement, au niveau européen et mondial et pour les Jeux, ont le même âge que toi ou t'es vraiment la plus jeune dans ta catégorie? Alors, il y a un petit peu de tout. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont plus âgés que moi. Donc, alors, il y a la génération vraiment Rio qui est en fin de carrière, on va dire. Après, il y a les athlètes qui ont une trentaine d'années. Donc, ça, c'est la majorité. Et puis là, maintenant, il commence à y avoir des athlètes qui sont vraiment jeunes. Donc, il y a l'Ouzbek, qui est champion du monde, qui est de 99. Il y a une Allemande aussi, qui est championne d'Europe, qui est de 2001. Et là, on commence à avoir vraiment une population qui se rajeunit beaucoup. Et donc, c'est vachement chouette. Ça motive encore plus pour s'entraîner, parce qu'on sait que c'est des filles qui seront là à Paris, qui seront là aussi à Los Angeles. Donc c'est un booster pour l'entraînement. Comment se sont passés tes premiers championnats du monde? Mes premiers championnats du monde étaient très, très, très angoissants. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à gérer mon stress. Une semaine avant ma course, j'arrivais pas à manger. Donc, je mangeais presque rien et j'étais très, très fatiguée. Ils étaient stressants parce que j'avais les quotas paralympiques. Ils étaient stressants parce que je savais que j'avais peut-être mes chances d'attraper un quota. Donc j'avais cette pression-là de devoir... de pas vouloir me décevoir, pas vouloir décevoir le staff, pas vouloir décevoir mon entourage. Et bon, finalement, voilà, j'arrive sur la finale avec énormément de volonté. Je termine 4e et j'étais juste hyper contente. Je ne visais même pas le podium, je voulais juste faire un quota et ça me permettait après d'engager la saison suivante avec beaucoup plus de sérénité parce qu'une fois qu'on a un quota, qu'on n'a pas besoin de passer par les repêchages, voilà, on sait pourquoi on s'entraîne et on sait qu'on s'entraîne pour les Jeux paralympiques et pas pour le quota de rattrapage.
Et donc, tu as fini combien ces championnats du monde? J'ai terminé 4e, au pied du podium. Et est-ce que tu avais encore amélioré ton temps? Oui, j'ai vu améliorer mon temps. Donc, j'étais. Alors là, les conditions étaient très bonnes. On avait un petit peu de vent d'eau. L'eau était très chaude, il faisait très bon. Donc, j'étais en 49 sur la finale. J'étais en 48 sur les séries. Donc, c'était des temps qui étaient plutôt bons. Donc là, le but maintenant, ça va être d'essayer de reproduire la même chose une fois que je serai à mon pic de forme. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme une athlète, justement, vu que toi, au début, tu idolâtrais, tu pensais que c'était pas pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es une athlète? Aujourd'hui, maintenant, oui, je me considère comme une athlète parce que je vois qu'il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre pour m'aider, pour m'emmener le plus haut possible. Et je suis une athlète, mais voilà, c'est pas ma personne, c'est tout ce qui fait, enfin tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est mes entraîneurs qui sont là pour moi et qui donnent tout. C'est le staff de la FFCK, c'est mon entourage, c'est les personnes qui se dévouent aussi pour m'aider. Donc notamment au niveau de la cagnotte, il y a eu beaucoup plus de donateurs que ce que je pensais. Il y a des gens il y a des gens aussi qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont admiratifs de ce que je fais. Et finalement, en fait, les personnes que j'admirais avant mon amputation, je me rends compte que maintenant, il y a je suis à la place de ces personnes-là. Et il y a des personnes qui viennent me voir pour me dire ouais, c'est chouette ce que tu fais. Et ça me rend fière, en fait. Donc, on peut dire aujourd'hui que ouais, je suis une athlète. Ouais, mais j'ai l'impression que tu as beaucoup de soutien. En faisant mes recherches, justement, je voyais que tu étais soutenu par beaucoup de sponsors, entre guillemets. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de sponsors qui étaient à tes côtés? Oui, oui, oui. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Je fais partie par exemple d'un collectif qui s'appelle Hope. Donc c'est un monsieur qui a créé ce collectif en fait pour les sports qui sont peu médiatisés. Donc on retrouve dans ce collectif par exemple une fille qui fait du breakdance, un autre jeune homme qui fait de l'équitation, on a une autre kayakiste. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et après, j'ai aussi des gens qui sont là pour m'aider en fait parce que pour eux, ça leur tient à cœur d'aider une jeune fille qui en plus porteuse de handicap, qui participe aux Jeux paralympiques. Je pense que c'est des projets qui touchent les personnes et qui donnent encore plus envie de soutenir en fait l'athlète. Et j'en suis très très reconnaissante. Ouais, parce que comme je disais à Rémi, donc t'as pas encore fini le podcast, mais je disais, il y a beaucoup de valides entre guillemets qui ont du mal à trouver des sponsors, et Rémi lui trouve pas mal de sponsors, et toi j'ai l'impression que c'est le cas aussi. Euh, Est-ce que tu aurais une explication, c'est peut-être un peu difficile à donner, mais de ce soutien vraiment plus important que les personnes valides, on va dire? Alors, je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps. C'est vrai qu'avant, on ne parlait pas du tout du handicap. Les Jeux paralympiques, avant qu'ils soient diffusés à la télé, qu'on en parle un petit peu, il a fallu un petit peu de temps. C'est vrai que ça s'est un petit peu amélioré en 2012 grâce aux Jeux de Londres. Et je pense que voilà, les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des histoires qui les touchent. Et aujourd'hui, une histoire qui touche, c'est une histoire avec une personne qui est en situation de handicap et qui a une histoire à raconter, qui a des valeurs à transmettre, qui a de la résilience. Je considère pas que j'ai plus de résilience que quelqu'un d'autre, mais le fait d'être porteur de handicap, c'est vrai que c'est ça se voit directement et on a envie en fait d'aider les jeunes qui sont porteurs de handicap. On a envie que ces personnes aient une résilience et s'en sortent comme n'importe qui en fait. Parce que voilà, moi aujourd'hui, je suis une personne lambda parce que alors on dit que je suis porteur de handicap parce que je suis amputée, mais je me sens aujourd'hui 1000 fois mieux qu'avant mon amputation. Là, pour le coup, je me sentais vraiment handicapée. Donc oui, je pense que les gens aujourd'hui, ils ont besoin de fraîcheur et c'est vrai que le handicap aujourd'hui, ça marche bien parce qu'on en parle de plus en plus. Alors, peut-être pas assez encore, mais de plus en plus. Et voilà, il y a des quotas, entre guillemets, dans certaines entreprises où il faut parler du sport, ou bien des femmes, c'est bien aussi, puis du handicap. Je fais partie de la catégorie. Enfin, je réunis les trois catégories, donc les gens ils aiment bien et ils parlent de ça. Et tant mieux pour moi d'un côté, et puis tant mieux aussi pour les personnes que ça peut inspirer, parce que c'est vrai que avant mon amputation, c'est ce que j'ai recherché en fait. Ce que je recherchais, c'était quelqu'un de qui m'inspirer pour pouvoir accepter cette épreuve et pour pouvoir remonter le plus facilement et le plus rapidement possible.
Rémi me disait que vous étiez super bien encadré à la FFCK, avec de nombreux stages, vraiment une petite équipe entre guillemets, vraiment autour de vous. Est-ce que tu ressens ça aussi? Oui, exactement. Oui, bah, c'est vrai qu'on se sent vraiment comme dans un cocon. Cette année, on a eu un stage par mois, donc de 2 à 20 jours quasiment. Et c'est vrai que bah, c'est le service royal. On n'est pas beaucoup d'athlètes en équipe de France paralympique. On n'est que trois. Sur les stages, au début d'année, on était deux. Donc, Ellie n'était pas là. Et bah, on a un super encadrement. On avait deux entraîneurs. Donc, on s'entraînait ensemble, Rémi et moi. On avait un kiné. Donc, ça fait une à deux séances de kiné par jour. C'est juste les conditions optimales. On peut pas se plaindre. Donc non, je pourrais pas me plaindre de la FCFCK dans mon cas parce que c'est vrai que ils ont tout fait pour moi oui, je suis très, très bien soutenue. Très bien soutenue. Oui, j'ai vu que pas mal de vos stages se faisaient en Guadeloupe. Comment sont les bassins en Guadeloupe? Parce que ce sont les conditions idéales l'hiver. Alors, c'est sûr que l'hiver, c'est vraiment le plan parfait parce que bon, bah, ici sur la Marne, donc moi je m'entraîne essentiellement sur la Marne, l'eau est très haute, donc il y a des crues. Pour naviguer en course en ligne, c'est très compliqué, il fait nuit très tôt. Pour naviguer à Vers-sur-Marne, il y a du vent, il y a des vagues, l'eau est froide, donc c'est vrai que les conditions ne sont pas top. Alors qu'en Guadeloupe, on navigue en fait sur la rivière Salée, donc c'est un petit bras de mer qui relie les deux îles. Et donc oui, c'est vraiment parfait parce qu'il y a, bon, bah, il y a pas de problème de vague, il n'y a pas de problème de température. Puis c'est des conditions qui ressemblent beaucoup à ce qu'on aura à Tokyo, donc des températures chaudes et humides avec de l'eau salée. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir effectuer ces stages en Guadeloupe. Est-ce que c'est toi qui gères ta communication sur les réseaux? J'ai l'impression que tu es assez actif, que tu partages beaucoup. Est-ce que c'est toi qui fais tout ça ou tu délègues? Oui, c'est moi qui gère tout ça. Alors sur Facebook et sur Instagram, y a la page Instagram que j'ai créée pour la cagnotte, ça a été créée par les étudiants qui ont relégué la cagnotte. Donc il faut savoir que la cagnotte, c'était un projet étudiants, donc des étudiants d'école de commerce du sport. Et voilà, ils voulaient me soutenir, en fait. Ils m'ont dit, bah, Nélia, qu'est-ce que tu penses de ce projet? J'ai accepté, évidemment, avec beaucoup de plaisir. Et eux, en fait, on se sont occupés des publications sur la page Instagram Nélia Tokyo 2021. C'est eux qui se sont occupés aussi sur LinkedIn. Mais sinon, sur ma page perso Instagram et sur ma page Facebook, c'est moi qui gère tout. Ok, ouais, parce que je vois que t'es vachement active et que tu partages beaucoup, donc je trouve ça plutôt Ouais. cool. Plutôt cool. Qu'est-ce que tu as comme bateau? Exactement, quelle marque tu as et quel pagaie tu utilises? J'ai un Plastex. J'ai un Plastex, c'est un Tokyo, Plastex Tokyo. Et en pagaie, j'ai une Gentex S-. Et tu la règles en quelle taille? Alors, attends, que je dise pas de bêtises. 209. Ouais, 209. J'ai pas vu combien tu mesurais en fait. Combien tu mesures? Alors, je suis pas très grande, je mesure 1,58 m. 1m58. Ah oui, t'es toute petite pour une kayakiste Ouais, alors. ouais, je suis toute petite pour une kayakiste. Ok, ah, mais c'est marrant ça, c'est original, non? Ouais. Et comparé à tes adversaires, elles sont aussi petites? Alors, non, alors il y a un petit peu de tout, mais c'est vrai que mes adversaires en général sont plus grandes que moi. Il y a l'Iranienne qui est un tout petit peu plus haute que moi, mais ouais, sinon elles sont plus grandes que moi en général. Ah ouais, putain, c'est original ça. Et Ouais. pourquoi tu es en Plastex et pas en Elo par exemple? Est-ce que c'est parce que c'est plus Alors, facile d'avoir un Plastex ou? non, j'ai essayé les deux. Le Nelo, je trouvais un petit peu trop nerveux. Enfin, j'aime bien avoir un bateau qui est bien dans sa ligne et ne pas avoir à toucher à mon gouvernail. Le Nelo, il bougeait trop dans tous les sens. Enfin, même sans toucher au gouvernail, il tournait, il déviait. Alors que le Plastex, enfin, j'ai même pas besoin de toucher au gouvernail de toute la course et il reste bien dans sa ligne. Je préférais largement le Plastex. Parce que là t'es emmerdé entre guillemets pour bouger le gouvernail avec ta lame, non? Tu le sens pas? Ou alors il est un peu plus long exprès pour que tu puisses le Euh, bouger? non, bah en fait, je fais juste au pied gauche et quand il faut tourner à droite, bah, je le pousse contre ma prothèse le plus possible et sinon je fais tout à la pagaie. Mais ça va, c'est pas mon problème majeur, on va dire. Tout à l'heure, je te disais que bah, tu étais une athlète. Est-ce que ça veut dire que en dehors des entraînements, tu te comportes également, on va dire comme une athlète, c'est-à-dire avec tout ce qui est, bah, là, pas les kinés, mais tout ce qui est préparation mentale, tout ce qui est alimentation, tout ce qu'on peut imaginer pour performer? Est-ce que tu fais des Alors, choses, est-ce que tu fais des choses particulières, par exemple, pour performer en plus? alors, je fais pas grand-chose en particulier. Alors, je fais attention à mon alimentation quand même. Je vais pas manger
des McDo tous les jours, mais disons que je suis assez libre sur mon alimentation. Tant que je prends pas de poids ou tant que je suis pas mal sur les entraînements, ça me va. Après, sur le plan mental, je ne vois personne non plus. C'est vrai que quand je suis un petit peu stressée ou quoi, je sais que Sylvain Curigné est très à l'écoute et il m'aide beaucoup là-dessus. Il m'a donné plein d'outils pour me permettre de me détendre avant les courses, de bien respirer aussi pendant ma course. C'est vrai que c'est quelqu'un de très, très attentif, très généreux et qui n'hésite pas à partager beaucoup ses savoirs. Donc, on va dire que c'est Sylvain qui m'aide beaucoup là-dessus. Mais sinon, au quotidien, non, j'ai pas de préparation mentale ou de psychologue du sport ou de choses comme ça. Est-ce que tu fais de la méditation, de la visualisation, des choses comme ça, ou même pas? Oui, alors j'aime bien faire de la visualisation. Ça me permet après quand je suis en période de course, de pas avoir de surprise. Donc, par exemple, avant une course, j'aime bien m'imaginer voilà mon échauffement, puis après la période où je serai juste avant mon départ, donc le start aussi, imaginer comment je vais partir, comment sera ma pagaie à tel et tel instant. Donc, ça quelque chose qui me permet d'appréhender un peu tous les événements qui pourraient arriver pendant une course. Est-ce que tu vois des différences au niveau de ton geste, justement, par rapport au valide? Étant donné que tu as quand même de l'appui, j'imagine que tu as de la rotation, ton geste doit pas être si différent. Tiens, je te pose la question des personnes valides. Alors, le but, c'est que mon geste se rapproche le plus possible des personnes valides et on y travaille quotidiennement. On fait beaucoup de séances de technique. C'est vrai que quand j'ai commencé le bateau, en tant que slalomeuse, j'avais la main supérieure qui poussait beaucoup. Je pagayais pas vraiment comme une fille qui fait de la course en ligne. Mais maintenant, j'essaye d'avoir le plus de rotation possible et vraiment d'avoir un geste qui se rapproche vraiment des valides pour avoir évidemment des chronos les plus bas possibles. Quels sont encore tes points faibles aujourd'hui techniquement? C'est toujours cette main sup? Alors, la main sup, ça va mieux. Mes points faibles, c'est surtout physique, en fait. J'arrive à bien partir. En général, je pars bien du 200 mètres et je craque très facilement. J'ai une courbe qui monte et qui redescend trop vite. Et donc là, ce qu'il faut que je travaille aujourd'hui, c'est vraiment réussir à tenir sur une course sur 200 mètres et m'en voir un petit peu plus pour qu'à la fin du 200 mètres, j'explose pas. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé, en fait, au championnat d'Europe très récemment, c'est que j'ai réussi à très bien sortir du sabot. J'ai fait un beau start. Et au moment de vouloir relancer, j'ai pas réussi. Donc j'ai relancé trop tard et j'ai pas réussi à rattraper la fille qui m'a battue finalement de 700e. Mais ouais, là, mon objectif, c'est de bien progresser là-dessus pour que je puisse donc partir bien comme je fais d'habitude et puis que j'arrive à maintenir ma vitesse de course le plus longtemps possible et que je m'effondre le moins possible. C'est quoi les séances types que tu vas faire, entre guillemets, pour essayer de corriger ça, pour avoir peut-être plus de résistance, si on peut dire ça? Alors, les séances types, donc c'est des séances qui sont un petit peu dures, que j'aime pas beaucoup, mais qu'il va falloir faire. C'est par exemple 45 secondes à bloc et 30 secondes de récup. Donc ça, on va le faire 4 fois. Après, j'ai, mettons, 5 minutes de récup. Et après, ça, on refait encore une fois. Il y a 3 blocs comme ça. Donc ça, c'est des séances qui sont très, très dures, qui demandent une concentration énorme, qui demandent de puiser dans ses réserves, de donner tout ce qu'on a. Mais finalement, c'est des séances qui font progresser énormément et elles sont indispensables. Donc je dis que j'aime pas ça parce que je crache mes poumons, mais par contre, je sais que je progresse et j'y vais jamais à reculons. C'est quoi tes séances préférées alors? Alors j'aime bien les séances de 200 mètres parce que c'est ma distance évidemment, puis ça permet de voir où j'en suis dans mon travail, ça permet aussi d'approuver ou pas ce que j'ai fait sur les séances d'avant, voir si j'ai été efficace pendant l'hiver, et puis les séances de 200 mètres, en fait quand on regarde, c'est des séances qu'on fait quand on s'approche de plus en plus des échéances. Donc, ça veut dire qu'on est aussi dans une période où il y a un petit peu plus de pression parce qu'on sait qu'il y a des courses qui arrivent. Donc, voilà, c'est des séances que j'aime beaucoup. Ouais. Et est-ce que tu sens que la musculation t'aide quand tu es en bateau? D'être plus forte? Est-ce que ça t'aide justement à avancer plus vite? Énormément. C'est vrai que quand j'ai commencé le bateau, en développé couché, par exemple, j'étais à 52, je crois, en maximum. Et puis cet hiver, j'ai réussi à monter jusqu'à 65.
Donc c'était voilà, donc j'ai bien progressé par rapport à ça, et je l'ai ressenti tout de suite en bateau, parce qu'évidemment j'arrive à être plus explosive, j'arrive à avoir plus de puissance dans la pagaie, et oui, bon, déjà j'aime bien la musculation, et puis je sens que ça m'aide beaucoup, et de toute façon tous les outils qui peuvent m'aider à progresser, je les prends à bras ouverts, et puis je les fais avec beaucoup de plaisir. Je crois que tu es la première à me dire que tu aimes bien la musculation parmi tous ceux que j'ai interviewés. Ah oui. Moi aussi, j'aime bien la musculation. J'ai oublié de te demander tout à l'heure sur l'alimentation, est-ce que tu prends des compléments alimentaires, genre des suppléments de vitamines, des oméga 3, des trucs comme ça? Alors, à un moment donné, j'ai pris un petit peu de Ringblue. En fait, c'est de la phycocyanine. Donc, je prenais ça quand j'étais fatiguée ou quoi. Donc là, j'ai un petit peu arrêté, mais voilà, je sais que si avant une séance, je suis très fatiguée, je vais prendre un petit peu de cette. Donc, c'est un complément alimentaire qu'on prend dans de l'eau, c'est naturel, hein, il n'y a pas de produits chimiques dedans, c'est que voilà, de la vitamine C, de la taurine végétale, de la phycocyanine. Et ça va me permettre ouais, d'être un peu en pleine forme quoi, sur la séance, si j'ai passé une petite nuit ou des choses comme ça. Oui, oui, quand j'avais fait un article sur la spiruline, justement, j'avais vu que c'était un des principes actifs, la phycocyanine, et que justement, ça pouvait aider justement sur les activités un peu de résistance ou un peu plus longues. Donc, tu confirmes que tu ressens un petit effet. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as un parcours aménagé au niveau scolaire? Oui. Alors cette année, je suis pas beaucoup allée à l'école. Donc, dans un premier temps, le but c'était vraiment d'être là sur les périodes où je ne suis pas en stage. Donc là, quand j'étais en stage, je prenais les cours un peu à distance. J'essayais de rendre tous les travaux que je pouvais à distance. Après, il faut savoir aussi que quand on revient de stage, il y a beaucoup de fatigue évidemment, donc on a besoin de se régénérer un petit peu, surtout en rentrant de Guadeloupe, quoi. Il y a 8 heures de décalage horaire, donc 5 heures de décalage horaire, pardon. Donc, quand je rentre, j'ai besoin de me reposer. Donc, il me faut 3-4 jours de repos pour me remettre de ce décalage. Et puis après, évidemment, je continue de m'entraîner quand je suis en Île-de-France. Donc, pareil, 1 à 2 entraînements par jour quand je suis en semaine de régénération, 2 séances par jour quand je suis dans une semaine normale. Donc, ça laisse pas beaucoup de place à l'école. Donc, c'est vrai qu'en général, sur une semaine, je fais 3 matinées, 3 à 4 matinées par semaine quoi, d'école. Et justement, je voulais enchaîner un peu sur ta vie sociale à côté du kayak, étant donné que tu es toujours en déplacement ou presque, que l'école, voilà, ce que je viens d'expliquer. Est-ce que tu as une vie sociale autour du kayak ou vraiment tout est focalisé là, il y a les jeux qui arrivent. On est le 9 juin au moment où on fait ce podcast-là, donc ça arrive très très vite. Ou est-ce que tout vraiment est organisé pour ça, ou est-ce que tu t'accordes des sorties vu que maintenant tout réouvre à partir d'aujourd'hui? Qu'en est-il exactement? Je m'oblige quand même. Non, je m'oblige pas, mais non, pour moi, c'est très important aussi d'avoir une vie à côté du kayak, parce que voilà, j'ai besoin de voir mes potes. J'ai des potes avec qui je suis restée amie du collège, même de l'école primaire. Et pour moi, c'est indispensable d'avoir un lien avec eux, de parler d'autres choses, voilà, d'avoir une vie sociale en fait d'une personne de mon âge, d'aller boire des verres, d'aller. Alors bon, je bois pas d'alcool dans les périodes de compétition, mais oui, les sorties cinéma, ça fait partie de mon entraînement aussi finalement, parce qu'on a l'entraînement, c'est physique bien sûr, mais c'est aussi mental, et on a besoin d'avoir autre chose à côté, de récupérer, de penser à autre chose, de voir autre chose, et voilà, ma vie sociale, ça me permet ça en fait, de penser à autre chose et de voir d'autres mondes. Là, les jeux se profilent. J'imagine que tu as l'objectif de la médaille, ou peut-être de gagner. Qu'en est-il? Oui. Alors, gagner, ça va pas être évident, parce que les filles qui sont devant moi, elles vont très très vite. Mais je fais tout aujourd'hui pour être au top niveau le jour de la finale. Et oui, mon objectif, ce serait de faire une médaille. Si c'est mieux que la 3e place, tant mieux, je suis preneuse. Mais je serais déjà très très heureuse et très fière de faire la 3e place. Les filles sont loin devant toi en termes de secondes? Alors, Louzbek, qui était championne du monde, je ne l'ai pas vue depuis 2 ans. Donc, elle, je ne sais pas du tout où elle en est. Ensuite, il y a l'anglaise qui a beaucoup, beaucoup progressé, qui elle est 2 secondes devant moi. Donc, c'est beaucoup. Mais voilà, je me dis que ce n'est pas inaccessible. J'ai encore une marge de progression qui est très importante. Donc, voilà, je me dis que, même si ça n'arrive pas cette année, il y a des championnats du monde ensuite, il y a des championnats d'Europe. Et donc,
Donc c'est pas impossible. Je me laisse toujours une chance. Et donc voilà, aujourd'hui c'est les deux filles dont je suis pas sûre. Après, au championnat du monde, il y avait l'Iranienne aussi qui était devant moi, que j'ai battue sur la dernière Coupe du Monde. Donc elle, je ne sais pas comment elle s'entraînait pendant le confinement. Je ne sais pas si elle a pu s'entraîner. Je ne sais pas quelles étaient les conditions. Donc oui, c'est vrai qu'on ne sait pas, mais pour l'instant, il y a une fille qui est loin devant moi. L'autre, je ne sais pas où elle en est. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir, tu disais tout à l'heure en fait que vous étiez souvent deux ou trois à vous entraîner ensemble, donc avec Rémi, avec Eddy. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est un frein de pas avoir plus de partenaires d'entraînement dans ton évolution, dans ta progression? Alors, c'est vrai que ça aide pas d'être alors tout seul, c'est sûr que c'est un frein. Avec Rémi, là, sur les séances, quand Ellie n'était pas là, enfin, je parle de Ellie parce qu'il n'était pas là cet hiver, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup entraîné avec Rémi. Pour le coup, c'était pas un frein parce que c'était des séances très longues, donc de type B1, où on faisait enfin, 1h15 de B1 sur la séance. Donc là-dessus, il y avait pas trop de soucis, en fait. On se soutenait l'un et l'autre. Après, c'est vrai que sur des séances de 200 mètres, par exemple, on aime bien qu'il y ait un petit peu plus de monde parce qu'il y a plus de confrontes. Et là-dessus, on a pu un peu le faire à Vert où les filles étaient là, où par exemple, il y avait Gabrielle, Jacob, il y avait d'autres filles qui vont plus vite que moi. Et ça, c'est un moteur, en fait. Il y a aussi, après, les Saint-Dames aussi les meilleures Saint-Dames qui vont un peu plus vite que nous. Donc, il y a Eugénie d'Orange avec qui on s'est un petit peu entraîné, avec qui on a fait des séances dures et ça aide. Il y a Anaïs aussi. Et puis après, dans mon club, j'ai la chance de m'entraîner aussi beaucoup dans mon club où il y a une très bonne dynamique. Et je sais que si j'ai besoin un jour d'avoir un coup de main ou d'avoir quelqu'un sur moi avec l'eau, il y aura forcément quelqu'un. Et en plus, là, on est dans une période où il y a pas beaucoup d'eau dans la Marne. Donc, les jeunes font beaucoup de courses en ligne. Et je vais faire les séances avec eux. Donc, je suis assez rarement seule, en fait, finalement. Est-ce qu'il y a des points en dehors de l'entraînement ou même à l'entraînement sur lesquels tu te vois progresser dans les années à venir? Tout à l'heure, tu vois, par exemple, on parlait d'alimentation. Est-ce que tu dois, à l'avenir, faire appel, par exemple, à un diététicien, faire appel, je sais pas, là, t'as déjà le kiné presque tout le temps, mais, je sais pas, voir un ostéopathe plus régulièrement, ou je sais pas, je dis un peu tout ce qui vient par la tête, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais plus t'investir pour justement performer encore plus? Ouais, alors là, c'est sur ma récupération physique. C'est vrai que je ne vois pas d'ostéopathe ou de kinésithérapeute très très souvent parce que il est très présent en stage et quand je rentre chez moi, je cours partout donc j'ai pas beaucoup de temps pour voir un ostéopathe ou un kiné. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont j'aurais besoin à l'avenir si je veux pas me blesser, si je veux récupérer pleinement. Donc je suis encore jeune et donc c'est vrai que je néglige un peu, je pense, hein, je néglige un peu trop ce point-là. Mais assez rapidement, je pense qu'il va falloir que j'y pense pour pouvoir enchaîner les années aussi intensément encore. C'est que là, t'es jeune, tu as 22 ans, si j'ai pas de bêtises, ou 21 ans. Oui, Donc c'est forcément, ça. tu récupères un peu de tout, un peu facilement. Ouais. Est-ce que tu fais, par exemple, je sais pas, des séances d'étirement ou un peu d'électrostimulation ou en ce moment, il y a la mode un peu des bains froids, des trucs comme ça. Est-ce que c'est des choses que tu fais ou pour l'instant, t'en ressens pas le besoin? Alors, j'ai un Blue Tense, donc c'est des électrodes. Ça, je l'utilise quand vraiment j'ai trop mal quelque part ou quand j'ai des grosses courbatures. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Après, ce que j'utilise, c'est plutôt des bains chauds. Donc, ça me permet de me détendre complètement. Souvent, c'est pour le dos ou pour les jambes. Et sinon, les bains froids, c'est surtout en été où il fait vraiment chaud mais ça c'est plus enfin ça n'a pas vraiment d'utilité dans ma récupération, c'est plus c'est pour un confort, on va dire, sur le moment. Tout à l'heure, on parlait de stage et j'ai une question qui me revient. Euh, Et quand j'ai interviewé par exemple Eugénie, elle m'avait dit qu'elle avait fait pas mal de stages avec les Canadiennes. Est-ce que vous, ça vous arrive, et toi plus particulièrement, ça t'arrive de faire des stages avec des étrangers ou c'est toujours entre vous? Alors c'est toujours entre nous, c'est vrai que malheureusement on n'a pas enfin pas encore développé cette culture des stages internationaux. Alors, on a eu quand même des Hongrois un groupe de 4 Hongrois qui sont venus en hiver, donc il y a un an à peu près, enfin, en octobre, il y a un an.
Et c'était super bien parce que ça permettait de découvrir d'autres façons de s'entraîner, ça permettait de découvrir d'autres personnes, naviguer avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, j'ai des concurrentes qui me contactent en fait pour savoir si il y a possibilité qu'on fasse un stage ensemble ou des choses comme ça. Donc c'est des choses super intéressantes et auxquelles je suis très ouverte. Je sais, par exemple, la canadienne ou l'italienne qui me demandait là si y avait possibilité de monter sur Paris pour qu'elle puisse naviguer avec moi. Et moi, je suis hyper ouverte à ça. Donc voilà, un petit clin d'œil à la Fédé si jamais ils ont un message, mais je pense que ce serait très, très, novateur et puis donc dans le monde du para et puis très enrichissant pour tout le monde de faire des stages internationaux. Est-ce qu'en dehors de ces échanges, il y a d'autres échanges un peu de manière régulière avec tes concurrentes pour savoir comment elles s'entraînent, comment vous allez, etc. Des échanges, je sais pas, de tips et astuces, on peut dire. Alors pas énormément. On se suit sur les réseaux sociaux. Après, c'est surtout voilà les réactions sur une story ou des choses comme ça. Donc récemment, j'ai publié une petite vidéo où je courais avec la lame pour la première fois et j'ai 2-3 concurrents qui ont salué la vidéo, mais non, on communique pas énormément. Rémi me disait qu'il faisait pas mal d'ergomètres. Est-ce que toi, c'est ton cas aussi quand t'es pas en stage? Ou finalement, toi, tu peux monter sur l'eau comme tu veux? Non, moi, je fais pas beaucoup d'ergomètres. Ça peut m'arriver en hiver si vraiment je peux pas monter et que j'ai pas le choix. Mais j'ai un club qui est ouvert quasiment tout le temps. Il y a toujours des gens qui sont là. Donc je suis assez autonome en plus. Donc, je peux mettre mon bateau à l'eau toute seule. Même si mon entraîneur n'est pas là, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que si je peux éviter de faire de l'ergomètre, ça m'arrange. Je préfère largement monter sur l'eau. L'ergomètre, non, c'est pas trop mon truc. Depuis tout à l'heure, tu dis que tu étais souvent à ton club, donc tu n'es pas directement au pôle de verre en fait, quand t'es pas en stage? Non, en fait, j'habite pas très loin de mon club. Donc, puis en plus, j'ai une attache particulière à mon club. J'ai besoin de voir Benoît Chantry, mon entraîneur. J'ai besoin de voir les jeunes qui s'entraînent. Pour moi, mon club, c'est ma deuxième maison et j'ai besoin d'être là-bas. Psychologiquement, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, voilà, de garder un lien en fait avec les gens avec qui j'ai appris le bateau, puis les gens avec qui j'ai grandi finalement, parce que c'est aussi grâce au kayak que j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a aidé à mûrir et à devenir la personne que je suis. Donc pour moi, c'est indispensable de passer à mon club régulièrement et de m'entraîner là-bas quotidiennement. Puis en plus, on a un plan d'eau qui est magnifique. Je navigue sur la Marne et c'est vrai que c'est un endroit qui est hyper ressourçant et que j'adore. Et donc, sans hésiter, entre un entraînement à Vers-sur-Marne ou un entraînement à Champigny, je préfère aller m'entraîner à Champigny. Même si, entre guillemets, à Vers-sur-Marne, tu peux retrouver des athlètes de l'équipe de France avec qui tu pourrais te tirer la bourre. Ouais, en fait, après, là, les jeunes, donc, ils font aussi beaucoup de courses en ligne parce que en période estivale, on fait pas mal de courses en ligne parce que il y a pas d'eau sur la Marne et donc c'est plus sympa de faire la course en ligne. Et donc, on a un groupe qui avance bien. Et donc, finalement, quand je monte sur l'eau, j'ai des jeunes qui vont plus vite que moi ou qui vont aussi vite que moi. Et donc finalement, j'arrive à trouver quand même de la confrontation, même quand je vais au club. Donc ça me convient très bien d'aller au club. Et quand tu es au club, tu as aussi accès à la salle de musculation et aux infrastructures, j'imagine, pour t'entraîner dans tous les domaines? Oui. Alors c'est vrai qu'on a une salle de muscu qui est un petit peu plus petite que Vers-sur-Marne, mais qui suffit largement à faire des tractions, à faire du développé couché, à faire du triceps, à faire tout ce dont j'ai besoin en fait pour mon entraînement. Ok. J'arrive un peu au bout de mes questions, Nélia. Est-ce que tu avais des sujets, toi, que tu souhaitais aborder plus particulièrement? Si j'aurais un sujet, c'est peut-être des conseils pour les personnes en situation de handicap ou pas qui souhaiteraient se mettre au kayak. C'est de dire que d'abord, le kayak, avant d'être un sport de compétition, c'est un sport de passion. C'est vrai que c'est un sport qu'on peut pratiquer juste par plaisir en fait, donc pour se balader parce que on a des rivières absolument magnifiques en France, mais aussi pour faire de l'eau vive parce que l'eau vive c'est vrai que c'est un domaine qui est hyper ludique, on peut passer des heures dessus sans voir le temps passer et vraiment s'éclater. Et en plus c'est un milieu qui est quand même assez bienveillant, donc en général il
les gens sont là pour nous aider sans souci. Il n'y a même pas besoin de demander. Des fois, les gens vous tendent la main directement. Voilà, ils se posent même pas la question. C'est naturel, quoi. C'est une grande famille. Et donc moi, c'est un sport que je vendrais mais tout le temps parce que voilà, c'est mon sport préféré, c'est ma passion. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire du kayak, même si c'est pas pour faire de la compétition. C'est un très beau sport qui vous fera découvrir de belles personnes et de beaux endroits. Voilà. Si d'ailleurs il y en a qui nous écoutent et qui se posent un peu des questions, où est-ce qu'on les envoie s'ils veulent te contacter? Alors, ils peuvent me contacter sur ma page Instagram. Donc, c'est Nelia-BRBS. Ou en tapant Nelia Barbosa sur Instagram, ils doivent tomber aussi sur ma page. Ou sur Facebook. Donc, là, il faut m'ajouter. C'est Nelia Barbosa aussi. Donc, ma photo de profil, c'est moi en course en ligne, je crois. Voilà. Tu n'as pas encore de page athlète pour partager non. Non, pas encore. Il va falloir y remédier alors, c'est-à-dire la page Instagram, comme ça tu vas pouvoir la lier et puis faire les deux en même temps. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre toi dans ce podcast? On a entendu beaucoup d'athlètes déjà, donc oui, non, je serais pas. Non, n'importe, hein, même si t'es pas un athlète, tu peux me dire des noms que je note. Ça peut être Claude Alaphilippe, qui est mon entraîneur, qui a beaucoup de choses intéressantes à dire, à partager, je pense. Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi en tant qu'athlète. Donc, il a été en équipe de France de descente pendant longtemps. Et c'est quelqu'un de très, très intéressant et très généreux qui se fera un plaisir, je pense, de partager un peu son expérience. Et super, j'ai noté ça. Mais merci encore pour ton temps, Nelia. C'était cool. Et puis, de toute façon, je vais suivre un peu tout ce qui va se passer d'ici les Jeux. Et puis, durant les Jeux, en espérant que ça se passe comme prévu. Je sais pas si on peut dire comme prévu, mais ouais. J'espère la médaille pour toi, en tout cas. Merci beaucoup. Super. Merci encore, Nelia. Merci. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.